Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Alors Thomas, le gouvernement Legault envisage de réduire considérablement les droits de scolarité des étudiants français et belges afin d'attirer davantage de francophones au Québec et de lutter contre le vieillissement de la population. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de réaliser que la vaste majorité des francophones vivent sur le continent africain, qu'ils soient au nord du Sahara, dans des pays du Maghreb comme Maroc, Algérie, Tunisie, ou encore au sud des douzaines de pays qui sont francophones. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on dirait que la définition de francophone pour François Legault et son gouvernement, ben, ça commence avec la France et la Belgique et peut-être la Suisse, parce que c'est peut-être qu'ils vont avoir le même droit. Donc, ils paieront, au lieu des 7 ou 10 ou 17 000 dont on parlait récemment aux étudiants étrangers, ils paieront les 2 000 quelque chose que les Québécois payent. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on attire plus de francophones. Le français est une langue, c'est pas une origine ethnique. Et si on est en train de concocter un système où on est en train, ni plus ni moins, parce que tout ça, ça mène à beaucoup d'immigration. Beaucoup des gens qui viennent étudier ici sont attirés par les programmes qui existent, ils prennent leur premier boulot, très souvent ils vont rester. Ça aussi, c'est une bonne chose. Mais si on est en train de dire en clair qu'on va privilégier une immigration européenne par rapport à une immigration francophone, je pense qu'il y a un problème. Est-ce que selon toi, on le dit pas, mais le non-dit là-dedans, c'est qu'on privilégie une immigration francophone chrétienne et non francophone musulmane? Est-ce que tu penses que c'est ça qui est derrière, qui se cache derrière ça? Ben, la majorité des gens qui sont en France sont effectivement d'une origine chrétienne et ils sont blancs, mais on peut aussi être de différentes religions et arriver de la France et de la Belgique et on peut être de différentes origines ethniques, c'est-à-dire des membres d'une minorité visible, mais on parle de la majorité. Alors, la majorité claire, c'est ça. Et je pense que tu utilises un très bon terme. C'est-à-dire que c'est le truc non avoué. Mais c'est pas une question d'expliquer les détails, c'est une question de regarder le résultat, puis le résultat, ce serait celui-là. Et je pense que c'est problématique. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? Ce serait en majorité des chrétiens non pratiquants et en fait beaucoup d'athées. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on discute à partir d'informations parcellaires qui sont dans la presse sur un projet qui sera déposé au Conseil des ministres, peut-être la semaine prochaine, moi, ma position là-dessus, que je l'ai écrit souvent, cet après-midi, que j'ai écrit souvent et je l'ai envoyé à Pascal Derry, c'est, écoutez, si vous voulez aider une immigration jeune, compétente, francophone, il faut ouvrir à tous les francophones du monde, y compris hors Québec, puis il y a des francophones dans tous les pays du monde, hein, de leur dire, écoutez, nous, on va vous offrir les taux de scolarité très bas du Québec, mais seulement si vous restez au Québec par la suite. C'est-à-dire qu'on va considérer que c'est un prêt, mais si vous... Il y a une façon de leur dire, écoutez, nous, on va vous charger le coût réel, mais si vous restez au Québec, on va vous rembourser chaque année une partie de la différence. Donc, c'est un genre de contrat qu'on fait avec eux, parce que ça sert à rien, et puis on fait ça, ensuite on offre des bourses sous conditions de ressources, c'est-à-dire qu'un francophone haïtien qui a même pas les moyens de prendre son billet d'avion, mais qui est excellent à l'école, donc on fait ça sur l'excellence, pas sur la région, pas sur la couleur de peau, c'est l'excellence scolaire sera récompensée et on donnera une bourse en fonction des conditions de ressources, c'est-à-dire les pauvres auront des bourses. Puis les enfants de Bolloré ou des millionnaires sénégalais ou français, eux, n'auront pas de bourse, mais on va les inciter à rester. Mais je veux qu'on soit de bon compte là-dedans. Oui. J'ajouterais que le fédéral a eu un comportement, à mon sens, discriminatoire à l'égard des étudiants francophones d'Afrique.
parce que c'était extrêmement c'est difficile tout à pour fait eux vrai. d'avoir leur papier. Et pour avoir enseigné à l'Université de Montréal depuis les 6 dernières années, je peux te dire qu'il y a d'extraordinairement bons étudiants en provenance d'Afrique francophone et je suis ravi qu'on avait cette possibilité de s'ouvrir. Mais le fédéral est en train d'avoir un pied sur les freins dans ce dossier-là, c'était évident. Et donc, Mais est-ce alors, que ce que Trudeau va je mettre dis, c'est que le deuxième frein? tout à fait d'accord. Mais ce que je dis, c'est que d'abord, j'ai hâte de voir le détail. Et l'autre chose, c'est qu'il faut arrêter de financer les Français ou les francophones qui vont à McGill et à Concordia. S'ils veulent y aller, qu'ils y aillent, mais c'est pas à nous de les financer. Puis en ce moment, il y a un nombre significatif de Français qui vont à McGill et on les finance en fonction de cette entente-là. Alors l'objectif, ça serait de faire en sorte que le Québec francophone postsecondaire soit un phare d'attraction de la qualité internationale pour les francophones, sans faire un deal particulier avec les Français et les Belges. Et justement, l'argent qu'on a perdu avec les Français et les Belges depuis des années, pour moi, c'est scandaleux. Puis je le disais déjà quand j'étais ministre des Relations internationales, parce que les Français et les Belges, ils viennent ici à des coûts réduits, y compris au HEC ou Polytechnique, donc nos grandes écoles qui sont publiques, alors que nous, on n'a pas accès aux grandes écoles françaises comme HEC et Polytechnique parce que les taux sont très élevés. Alors moi, je mettrais tout ça à plat. Je dis, si vous êtes un excellent étudiant francophone, où que ce soit dans le monde, on fait ce deal avec vous. Si vous êtes pauvre, on va vous aider. J'espère que ça va être ça. Je suis d'accord, Jean-François, aussi il faut attendre de voir les détails. Ça, c'est vrai. Mais on a tous les deux tellement d'expérience que quand quelqu'un dit, j'ai appris ça dans les coulisses, tu sais, ça me rappelait notre blague que Denis Lessard avait une source grecque parce qu'il citait toujours un gars qui s'appelait Dit-on dans les coulisses. Tu sais, c'était... et ce matin, dans la presse, c'est un peu ça. C'est monsieur dans les coulisses et de retour, parce que dans les coulisses, mais c'est tellement détaillé ce qu'il y a dans la presse ce matin, on a trop d'expérience pour pas savoir que c'est quelqu'un s'est assis avec Tommy Chouinard qui a dit tank, voici les détails. Hein. Mais comment on va pouvoir justifier le fait qu'on s'adresse surtout aux Belges et aux Français, Jean-François, et pas aux Africains? Et s'ils vont dire, c'est parce qu'il y a une entente historique avec eux, ok, qu'on a constamment renégociée. Et avec l'Afrique francophone, on a des ententes bilatérales avec eux pour leur donner un certain nombre de postes ou un certain nombre de postes d'étudiants où ils ont une exemption de frais de scolarité. Il y a plusieurs dizaines de millions de dollars là-dedans. Mais moi, j'ai toujours pensé que la façon dont les étudiants sénégalais ou gabonais étaient choisis faisait en sorte qu'on avait les enfants de l'élite riche, parce qu'il y a une élite riche même dans les pays pauvres, plutôt que de nous-mêmes faire la sélection sur dossier scolaire. Et Tom, il ne faut pas oublier non plus Haïti. Hein? Je veux dire, le représentant du Québec à l'Académie française, c'est quand même un ressortissant d'Haïti, c'est Danny Laferrière. Là, t'sais. Donc, c'est pas là-dedans. Là. C'est les Français et les Belges. Par ailleurs, un être humain extraordinaire. Mais je veux juste revenir à ce que Jean-François disait, parce que ça, c'était important. Et le défaut de l'équipe autour de Pascal Derry, j'essaie de l'aménager un tout petit peu, bien que je commence à me demander que si l'équipe est si faible, comment ça se fait qu'il les garde là, parce que ça, c'est sa responsabilité. Le système est basé sur la responsabilité ministérielle. Le staff work, le travail de sa gang autour d'elle a été tellement lamentable, tellement faible depuis le début de toute cette histoire avec les universités anglophones et maintenant avec ça. Moi, je crains beaucoup que dès que ça va être décortiqué par des gens qui savent de quoi ils parlent, ça va être le chaos total. Justement, il y a un autre aspect là, dans l'article de ce matin de la presse, c'est que donc il ferait un compromis. Rappelons les faits. Donc, ils ont décidé de doubler les droits de scolarité pour les étudiants canadiens hors Québec. C'est passé de 9 à 17 000 $. Et c'est sûr que pour certaines formations lourdes comme ingénieur, etc., c'est pas excessif, mais pour beaucoup de formations molles, comme en art, en histoire de l'art, etc., ça coûte moins cher ici et à Toronto. Et donc, les universités ont proposé deux choses. Ils ont dit, écoutez, modulons
ils ont fait 2 propositions. La deuxième proposition, c'était de moduler les droits de solidarité selon justement la compétition dans le reste du Canada, ce que je trouvais tout à fait correct depuis le début. Mais nous, on s'engage à franciser 40% de nos étudiants non francophones. Alors là, il semble que la contre-proposition, si dit-on dans les coulisses, a raison, c'est, bon, au lieu de 17 000, on va baisser à 12 000, mais on vous demande de franciser 80%, et on peut vous donner des sous pour franciser 80% des non-francophones, mais si vous n'y arrivez pas, il y aura des pénalités. Moi, écoute, je trouve que c'est un progrès. Je dis pas que c'est parfait. Je pense que la contre-proposition des universités sur la modulation, elle est bonne, mais on est engagé dans une discussion qui peut être extrêmement féconde si le staff work est bon, évidemment. Je veux vraiment vous amener là, à un autre sujet aussi, parce que Thomas, un des événements qui a marqué la scène fédérale cette année, c'est cette sortie de Justin Trudeau qui a accusé l'Inde d'avoir fait assassiner un ressortissant sikh en territoire canadien. Et tu as vu, Tom, dans une entrevue, Justin Trudeau, parce que quand il est sorti ça, on a dit, ça vient d'où ça? Où sont les preuves exactement? D'ailleurs, ça a créé une tension entre l'Inde et le Canada. Et là, Justin Trudeau se justifie en disant « Je voulais protéger la population sikh au Canada qui était menacée ». Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'était assez clair en le sortant de la manière qu'il a fait le premier jour de retour du Parlement en septembre, qui visait surtout à sauver le soldat Trudeau. Il voulait créer un événement, il l'a réussi, parce que c'est pas le genre de truc avec lequel tu ouvres une session parlementaire. C'est des choses qui se discutent en coulisses. On fait les efforts. Ils disent qu'ils l'ont fait, mais que l'Inde n'écoutait pas. Il y a une chose qu'il faut dire en faveur de Trudeau avec ça quand même, c'est que les Américains, au cours des dernières semaines, ont rendu très clair que c'était vrai. Que l'Inde avait ourdi des complots pour assassiner des Sikhs en territoire américain, et ça s'appliquait aussi à ce qu'on avait vu au Canada. Alors, ça a l'air d'être vrai. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il se trouve une réponse noble pour ce qu'il a fait? Je crois que c'est une justification rétroactive. Je me préoccupais beaucoup de la communauté sikh. Il aurait pu envoyer des messages à un autre moment donné. Moi, je pense que Trudeau ambitionne quand il essaie de changer l'histoire avec ça. Il devrait se contenter du fait qu'il a l'air d'avoir été quand même prouvé qu'il avait raison d'avoir dit ça, parce que les États-Unis le confirment. Mais de là à essayer de dire, c'est pour ça que j'ai ouvert le Parlement avec ça, je pense qu'il n'y a personne qui va croire ça. Jean-François. Oui, c'est une question de calibrage. Alors, heureusement pour lui, donc, les Américains sont venus à sa rescousse, mais vous remarquez, c'est pas Joe Biden, dans une entrevue ou devant des parlementaires, qui a accusé l'Inde d'être responsable d'un complot contre un ressortissant sikh aux États-Unis. Il a fait dire ça par son ministre du Homeland, etc., des responsables du renseignement, donc pas au niveau le plus élevé avec le plus gros mégaphone. Et c'est ce qu'on peut reprocher à M. Trudeau, d'avoir fait ça avec le niveau le plus élevé, avec le plus gros mégaphone. Est-ce que c'était pour justement essayer de redorer son blason face aux influences étrangères, parce qu'il a eu l'air tellement mou face à la Chine? Alors, il y a sûrement eu un calcul politique intérieur, mais la meilleure façon de le gérer, ça aurait probablement été de laisser ça à son chef des espions dans une déclaration publique, donc sans mettre tout le poids politique du premier ministre là-dessus. Et en terminant, François Legault a annoncé qu'il va se présenter en 2026. Thomas, selon toi, c'est-tu parce qu'il veut faire cesser les grenouillages là, dans sa gang? Là, oui. Puis, T'as vu la longue entrevue? Je sais pas pourquoi il a pas parlé avec le journal. J'ai vu que Trudeau avait beaucoup de temps pour le journal La Presse, mais pas beaucoup pour nous autres. Mais non, c'est un peu la même chose. Trudeau est obligé de dire non, je reste entre-temps. Non, mais là c'est Legault, là, c'est François Legault qui a dit qu'il se présentait là en 2026. Non. Mais je dis que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que un chef de parti, à plus forte raison un premier ministre du pays ou d'une province, ne peut pas permettre qu'il s'installe une rumeur comme quoi le gars, il va partir. L'exemple classique historique en politique nord-américaine, c'est Teddy Roosevelt, pas Franklin, Teddy Roosevelt, qui, au début de son dernier mandat de 4 ans, au tout début, on lui demande, vas-tu te représenter encore la prochaine fois? Il dit, non, c'est ma dernière fois. Il était un canard boiteux pour tout le reste de ses 4 ans.
Parce qu'il y a personne qui l'écoutait, parce qu'il revenait pas. Alors, Legault connaît cette règle-là. Trudeau connaît cette règle-là. Trudeau est pas très convaincant quand il dit qu'il va rester jusqu'aux prochaines élections, mais il est obligé de le dire pour tenter de calmer le jeu autour de lui. Idem pour Legault. Moi, je pense pas une seconde que François Legault va se représenter en 2026, mais il est obligé de le dire pour qu'il n'y ait pas de grenouillage pour, comme tu dis. Jean-François, ton sentiment, ton feeling? Moi, je suis très réfractaire au mensonge en politique, mais il y a quand même une zone dans laquelle le mensonge est permis et tout le monde sait que c'est un mensonge, puis tout le monde sait qu'il doit le dire, c'est ce cas de figure-là. Et donc, effectivement, lorsqu'on dit qu'on ne se représente pas, immédiatement recommence le grenouillage. Et en fait, en disant « je me représente », ce qu'il crée, c'est de l'incertitude. C'est « ah, peut-être qu'il va se représenter, ça fait qu'il ne faudrait pas être trop visible dans l'organisation de notre future campagne. » Mais la réalité, c'est qu'il va décider ça à la fin, disons, un an avant l'élection, en octobre 2025. Il va vraiment se poser la question parce qu'il faudrait laisser le temps à un successeur de s'organiser s'il devait partir. Et c'est sûr que ça va complètement dépendre des deux conditions qu'il avait posées et qu'il dit ne plus mettre de l'avant, c'est-à-dire si j'ai la santé et si les Québécois veulent de moi. Parce que là, il nous a dit que les deux conditions avaient sauté. Donc, lui, malade et détesté, pourrait se présenter. C'est peu probable. S'il a la santé et qu'il a un regain de confiance et une vraie capacité, une vraie chance de gagner, il va y aller. Mais souvenez-vous, la chose qu'il préfère, c'est gouverner et s'occuper d'économie. La chose qu'il déteste, c'est faire une campagne électorale. On l'a vu à la dernière campagne. Oui. Il détestait ça. Alors, il ne la fera les deux dernières campagnes. Oui, il était plus de bonne humeur en 2018 qu'en 2022. En 2022, là, on sentait que c'était de la torture. Ça fait que s'il sent que ses chances sont pas bonnes, je pense qu'il va s'en aller. Et rapidement, M. Dubé, selon vous, il se présentera pas non plus, le ministre de la Santé? Ça, c'est fini. Christian Dubé va se contenter de mettre en place sa réforme. Il aura le temps de voir si c'était un échec comme tous les autres réformes qu'on a eues au Québec ou si ça a des chances. Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est le bout, on en a parlé beaucoup, il y a un gros bout qui n'a jamais été analysé correctement. Et la réponse pour tout, il y a des sbires à la santé qui se prennent vraiment pour d'autres, c'est nous, on négocie pas. Nous, on a déjà fait ça à l'interne. Tout va être bon. Good luck with that. Et Jean-François, en terminant, est-ce que Christian Dubé va se présenter 2026 selon toi? Ben, à la conférence de presse de la semaine dernière, il semblait assez spontané et authentique dans sa volonté de terminer son mandat, parce qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il ne le terminerait pas. Mais je serais très surpris qu'ils ne disent pas « mission accomplie à un plus jeune maintenant de s'essayer ». Merci beaucoup à vous deux. On se reparle demain. Bonne journée. Bonjour. À demain.